Accélérer la recherche, les chercheurs le font depuis quelques années avec des stratégies qui sont déjà à l'étude, essayer de limiter, comme chez les patients Visconti, l'établissement et la propagation des réservoirs viraux en les traitant extrêmement tôt par des antirétroviraux, mais aussi des études en cours en y associant des traitements par des anticorps à large spectre. Il faut déloger ce virus qui est caché, réactiver le virus latent dans les réservoirs. Et là, un certain nombre d'études ont déjà été entreprises avec des molécules qui ont déjà été utilisées, par exemple dans le cadre du cancer, comme les HDAC inhibiteurs, qui sont le Vorinostat par exemple, avec des résultats moyennement encourageants. On arrive à réactiver le virus, mais de façon partielle. Il faut certainement tuer les cellules qui sont réactivées. Il faut les éliminer tout de suite pour pas que le virus se propage. Et ça, c'est possible éventuellement en y associant des traitements avec des anticorps neutralisants, une vaccination thérapeutique ou encore d'autres médicaments contre l'activation et la mort cellulaire programmée, comme la molécule anti-PD1 par exemple. Il y a aussi des approches de thérapie génique pour rendre les cellules résistantes à l'infection VIH, un petit peu à la Timothy Brown, mais cette fois par thérapie génique, de transfuser des cellules qui ont un récepteur muté ou délété, et de faire ensuite de la transplantation de cellules souches, par exemple, ou de cellules de sang de cordon. En fait, il faudra probablement combiner l'ensemble des approches dans le futur, et puis je ne serais pas surprise pour tout vous dire que pour l'instant on n'a pas encore la bonne approche, et que cette bonne approche elle viendra de la recherche une fois de plus. Alors c'est pour ça qu'au niveau de la Société internationale sur le sida, il y a maintenant 5 ans, j'avais proposé qu'il fallait peut-être, et que c'était notre rôle en tant que société, d'essayer de stimuler cette recherche sur les traitements du futur, d'essayer d'être le plaidoyer, de faire le plaidoyer pour avoir une définition internationale des grandes priorités dans ce domaine de la recherche, et puis d'en informer les financeurs et leur demander d'avoir une meilleure collaboration internationale sur ce sujet. Nous l'avons fait avec un groupe de chercheurs internationaux. Nous avons défini 3 grands axes prioritaires qui sont ceux qui sont indiqués sur cette diapositive. Les priorités ont été publiées en juillet 2012, et nous sommes en train actuellement de travailler sur une réactualisation de ces priorités. Mais ces priorités, il faut intégrer l'ensemble des composantes de la recherche si on veut avancer le plus vite possible, et il faut à nouveau, une fois de plus, mobiliser au niveau international. Alors nous avons mis en place un conseil d'institutions internationales qui participe justement à la coordination, à la stimulation de la collaboration internationale, qui recueille l'ensemble de données de façon à avoir une base de données, une plateforme d'échange au niveau international, de faciliter les interactions entre chercheurs en sciences fondamentales, chercheurs en recherche clinique, chercheurs en sciences sociales. Nous avons déjà organisé des réunions avec des chercheurs qui viennent d'autres domaines, le cancer par exemple, les maladies génétiques, les maladies auto-immunes, de façon à faciliter les passages et les collaborations avec de nouvelles idées qui, à mon avis, vont venir de chercheurs d'une nouvelle génération venant de d'autres domaines de la recherche, avec de nouveaux concepts. Nous essayons aussi de faciliter le partenariat public-privé avec un groupe de travail avec des représentants des compagnies pharmaceutiques et des académiques.
Le milieu associatif et les représentants de patients font partie de notre conseil international, mais aussi sont présents dans tous les groupes de travail que l'on a mis en place. Et puis le financement lui-même de la recherche est ciblé et coordonné aussi par ce conseil, ce comité international où on retrouve les principaux bailleurs de fonds, mais aussi des représentants de patients, mais aussi des représentants des pays du Sud. Pour finir, j'aimerais dire que le VIH-Sida, ça a été depuis 1981 un bouleversement au niveau mondial. Ça a été certainement la première épidémie du XXIe siècle qui a résulté de l'évolution de notre société et de la mondialisation. C'est une ampleur, ça reste une ampleur mondiale avec des conséquences pas seulement sanitaires mais aussi sociétales qui a nécessité une réponse internationale sans précédent et qui reste nécessaire aujourd'hui, qui a transformé certainement les pratiques en termes de santé publique et de développement. Je pense que ça a été à l'origine du concept en soi de santé mondiale. Mais ça n'est pas fini. Car si le VIH nous a fait réaliser combien cette mobilisation était importante pour l'émergence et voire la réémergence d'épidémies, depuis 1983, vous le savez, régulièrement nous faisons face à de nouvelles épidémies. L'épidémie de SRAS en 2002, l'épidémie de grippe aviaire régulièrement en 2003, 2009, chikungunya, et puis l'an dernier, 2014, Ebola. Ebola qui avait été identifié dès 1976, mais qui a pris une ampleur là insensée par rapport aux autres épidémies précédentes. Donc il nous faut être présent. Il nous faut être présent. Ebola, par exemple, émergence d'une flambée épidémique avec des retards au départ. Des retards qui n'auraient pas dû exister. Une fois que la communauté finalement internationale a été informée de cette épidémie, eh bien il y a eu une mobilisation à nouveau internationale importante, avec là encore il était besoin de coordonner au niveau international. Ça n'a pas été parfait, mais il y a eu un début de coordination. Il a fallu s'appuyer sur le réseau associatif et là encore, c'était important que les associations se lancent aussi pour participer à cette lutte contre Ebola. Et je suis ravie de voir qu'il y a des associations du milieu SIDA, comme SIDA Info Service, ou 9 associations en Afrique de l'Ouest impliquées dans le VIH-Sida qui se sont mobilisés pour Ebola et qui m'ont d'ailleurs contacté, m'ont même directement pour me dire « Françoise, vous croyez qu'on peut servir à quelque chose pour Ebola ?» Je leur dis « Oui, allez-y, surtout allez-y ». Et puis, il faut développer, là encore, et valider des vaccins et des traitements. Donc, une approche qui est similaire, finalement, à ce que nous avons vécu pour le VIH-Sida. L'épidémie, aujourd'hui, est tout du moins en partie contrôlée. En mai, il y a quelques semaines, on avait un nombre de cas un peu aux alentours de 27 000, un nombre de décès de plus de 10 000, plus de 11 000. La fin de l'épidémie a été déclarée au Libéria. Donc, là encore, quand tout le monde se mobilise, on peut en voir les effets. Mais il faut être vigilant car les principaux facteurs associés à l'émergence et la réémergence des maladies infectieuses, c'est à la fois l'agent infectieux lui-même qui s'adapte, qui se modifie, qui mute. C'est la diversité de cet agent infectieux ou de ces agents infectieux et les co-infections. C'est l'homme lui-même avec sa génétique qui répond différemment aux agents infectieux. C'est la démographie, c'est le comportement humain, c'est le commerce, c'est les voyages internationaux, c'est l'exposition professionnelle, l'utilisation inadaptée, inappropriée de médicaments, en particulier d'antibiotiques, qui est à l'origine
de l'émergence de résistance aux antibiotiques, par exemple, la volonté, y compris pour l'homme parfois, de nuire, l'environnement, le changement climatique, les modifications des écosystèmes, les développements économiques, cette mondialisation est et va être à l'origine d'autres émergences ou réémergences de pathologies infectieuses. Et puis, gardons en tête que les maladies infectieuses, c'est pas seulement le résultat de la mondialisation. Il y a aussi les d'autres pathologies non infectieuses dont certaines augmentent. Vous le voyez sur cette diapositive en rouge, bien sûr les cancers, bien sûr le diabète. Là aussi, c'est lié à l'alimentation, aux modifications des comportements humains. Les maladies cardiovasculaires qui restent les principales causes de mortalité dans le monde. Alors, gardons en tête travaillons tous ensemble. Travaillons tous ensemble parce que le VIH, je le disais, est responsable de processus inflammatoires et d'altération de l'immunité qui ne sont pas totalement contrôlés sous les traitements actuels et que ces mêmes processus, on les retrouve dans le cancer, on les retrouve dans les maladies cardiovasculaires, dans les troubles du métabolisme et les maladies du vieillissement. Alors, c'est important justement d'essayer de travailler la main dans la main avec d'autres chercheurs venant d'autres disciplines, le multidisciplinaire à tout prix pour le futur, la technologie avec de nouvelles approches technologiques absolument fabuleuses que nous n'avions pas autrefois, avec par exemple des puces à ADN qui permettent de détecter tout un ensemble de virus émergents. Nous sommes à l'ère de la biologie des systèmes avec des technologies fabuleuses que l'on appelle les omics qui nous permettent d'obtenir des données massives que l'on peut intégrer, que l'on peut ensuite utiliser à l'aide de mathématiques, de bioinformatique pour tirer des informations au service de la lutte contre les maladies émergentes et réémergentes. Les leçons pour moi du VIH-Sida, c'est l'intégration, la réponse globale, intégrée, coordonnée aux émergences qui partent de la surveillance épidémiologique, des observations cliniques pour détecter, alerter, informer, aller vers la recherche fondamentale qui est là pour développer des outils de diagnostic, de prévention et de traitement, les valider par la recherche clinique et la recherche opérationnelle, les mettre en place grâce à des études en sciences sociales et humaines, mettre à disposition avec l'aide des réseaux communautaires les soins et la prise en charge des patients si on veut prédire, prévenir et contrôler ces pathologies d'aujourd'hui et du futur. Et tous les acteurs doivent intervenir dans cette réponse globale intégrée qui nous permettra de progresser vers cette santé mondiale 2030-2035. Investir dans la santé, c'est réellement construire le futur durable pour tous et avec tous. Merci de votre attention.